Yalana Mitit Manava dans cette nouvelle vidéo qui va tout simplement être mon bilan lecture plus 10 reliques de ma palle qu'il va vraiment falloir que je finisse par lire parce que ça sert à rien de les garder dans la palle sinon, mais bon, on va voir. Voilà. Et puis un bilan essentiellement livres, séries et chaînes que j'ai rejoint sur YouTube. En fait, certaines d'ailleurs, je les suis déjà, mais j'ai Insta et je sais pas pourquoi mon cerveau n'a pas connecté l'Insta et le YouTube, donc je suis pas allée voir leur YouTube. Juste à peine j'ajoute les voir pour les vlogmas et tout ça quand ça, que ça apparaissait quand vous tapez de vlogmas quoi, mais j'ai pas fait le lien en fait, donc c'est juste moi, voilà. Et aussi 3 livres que je rajoute, mais parce que actuellement à l'heure à laquelle où je tourne, on est le 21, on est le dimanche 21, donc ça, vous le verrez dans 2 semaines maintenant cette vidéo. Je les ai pas encore finis, mais j'ai bien l'intention de les finir, donc je vais vous les montrer. Ce sont ces 3 livres là. Le premier, il s'agit de En virtuel de Hikaru Maclun, publié chez non, en auto-édition. Et voilà, je ne l'ai toujours pas terminé, donc il va falloir que je termine. Ensuite, chacune a un rêve de Fanny Tess. Alors lui, je l'aurais peut-être pas terminé avant la fin de l'année, hein, parce que j'ai très peu lu au final, mais bon, on verra. Et actuellement, c'est parce que c'est ma lecture actuelle, et il s'agit de La forêt des disparus de John Hurt, publié chez Bayard. Voilà, alors je vais vous en parler. Celui-ci, alors on va suivre déjà un père qui est inspecteur de police et tout ça, et qui part à la recherche du tueur de son enquête, mais un an plus tard il est toujours parvenu en fait. Donc sa fille, qui est restée à la maison, décide de partir à sa recherche sur l'île de Jeju en fait. Et nous sommes en Corée au 15e siècle. Donc vous voyez la place de la femme et tout ça, c'est pas du tout comme avant, comme maintenant, quoi qu'en Corée c'est pas trop évolué, mais bon. Voilà, et elle va donc sur l'île de Jeju où vit sa sœur. Où elle était abandonnée, sa sœur à 10 ans, parce qu'elle avait des prédilections à être chamane. Donc elle va donc la retrouver, sauf que sa sœur, elle n'a pas digéré son abandon et tout ça, et elle n'est pas trop dans le mood de sauver son père ou autre, ou même de chercher avec sa soeur. Mais petit à petit, on comprend quand même qu'elle est toujours pas dans le mood pour sauver sa soeur, son père, mais elle veut pas que sa soeur en fait subisse le même sort. Il se trouve que les recherches qu'elle va faire va l'amener à beaucoup de cadavres, à beaucoup de jeunes femmes qui ont disparu, et surtout à une personne avec un masque blanc. Donc on va voir ce que ça donne. Dans celui-ci, dans Chacune a un rêve de Fanny Tess, publié chez Kaplume, on va suivre en fait 2 femmes qui sont un peu en burn-out. Il y en a une qui est en burn-out et une qui est en plein deuil, et qui vont sous les recommandations de leur médecin mutuel, qui vont switcher leur maison. Donc l'une part vivre pendant 3 mois, je crois que c'est 3 mois, 3 semaines, non 3 semaines, je crois, dans le nord, c'est-à-dire pas vraiment, à Paris, dans un petit appartement pour se découvrir elle-même et tout ça. Et l'autre descend dans le sud-ouest pour faire face à un deuil. Et elles vont tout simplement, je dirais, revivre en quelque sorte. Donc si je me trompe pas, il y en a une qui a la trentaine, celle qui part dans le sud elle a la trentaine, et celle qui monte à la soixantaine on va dire. Donc voilà, s'accorder à une pause
redécouvrir l'euphorie des rencontres, déambuler dans les rues de la capitale ou se reconnecter à la nature. Cet échange a priori anodin va donner un nouvel élan à l'existence de ces deux femmes et un nouvel élan à l'existence de ces deux femmes et qui sait, révéler les secrets bien enfouis. Donc voilà, je l'avais commencé. Et en virtuel, là vous avez une jeune femme qui s'appelle Mars Danvers, je crois. Danvers Mars, pardon. Et c'est de la SF, hein, voilà. Je porte le nom d'une planète. J'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots pour échapper à la Mossad année 2057. Je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Egger. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Donc voilà, franchement il va vraiment falloir que je le finisse avant tout ça. Mais je me suis dit que j'attendais la fin des vlogmas pour pouvoir lire ces deux-là. Celui-là, je suis en plein dans le vlogmas, donc je continue. Voilà pour la catégorie des 3 livres qui doit être finie avant la fin de l'année. Et on va passer à la catégorie coup de cœur. Donc le premier coup de cœur que je vais vous mettre en avant, il s'agit de Le livre disparu de la 5e avenue de Fiona Davis, publié chez Faubourg Marigny. Alors, on va suivre 2 femmes, une de 1913 et une de 1993. Alors, en 1993, Laura Lyon est la femme de l'intendant de la bibliothèque de la 5e avenue à New York. Et bon, elle est dans une époque où la femme, elle est bien au foyer, mère, épouse et tout ce qui va avec. Sauf que elle est beaucoup plus ambitieuse. Elle rêve d'être journaliste. Donc, son mari, lui, qui est quand même assez ouvert d'esprit, lui dit oui, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à rentrer dans l'école, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'elle fait. Et elle va aussi faire la rencontre de un groupe 100% féminin qui appelle aux autres femmes de prendre la parole, de dire ce qu'elle veut et tout ça. Donc c'est très féminisme, très militantisme et ça tourne autour du livre en fait. Donc, mais pendant cette période-là, il y a des livres qui disparaissent. Bien sûr, on accuse la première qui passe, donc on accuse Laura, et puis après, on se rend compte que c'est pas Laura, mais que ça peut pas être autrement que quelqu'un qui vit sous cette librairie, enfin cette médiathèque plutôt. Cette bibliothèque, parce qu'il y a des livres rares qui disparaissent alors qu'ils sont dans des cages enfermées, tout ça, donc c'est impossible, il faut bien que quelqu'un ait la clé pour rentrer dedans. Et ensuite, en 1993, on retrouve sa petite fille, son arrière-petite fille, qui par miracle trouve un travail dans la même bibliothèque. Et malheureusement, là aussi, il y a des livres qui vont disparaître. Et le fait que, moi, ils vont découvrir que c'est la fille de Laura Lyon. Donc, ils vont faire un espèce de lien très injuste, étant donné que des livres aussi avaient disparu lorsque son arrière-grand-mère faisait exactement le même travail. Donc, elle, en revanche, en 1987, elle a quand même un peu plus de liberté. Et va tout simplement faire l'enquête elle-même, quitte à mettre un peu sa vie entre parenthèses, mais surtout à prendre des risques qu'on l'accuse encore peu de ça, quoi. Donc elle sait pas trop si c'est de la jalousie, si c'est du passé, si ça tient du passé de sa grand-mère. Il y a plein de choses comme ça, mais j'ai adoré. J'ai mis beaucoup de temps à le lire cependant parce que j'étais pas dans le mood lecture. J'étais absolument dans le mood de l'histoire. J'adore les doubles temporalités, l'historique et tout ça. Moi, j'en suis fan en règle générale quand je lis des livres. Mais cet été, j'ai vraiment eu du mal à lire. J'ai eu déjà du mal à lire 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain. S'il n'y avait pas eu la lecture commune sur le groupe avec l'autrice, je crois que j'aurais mis beaucoup plus de temps que ça pour le lire. Mais je l'ai quand même terminé et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Il y a de la représentation féministe, de la représentation LGBT, c'est
et puis c'est bien mené. En fait, c'est pas juste pour faire de la représentation, c'est bien amené, c'est bien construit et j'ai adoré, sincèrement. J'ai adoré ce roman. Ensuite, parce que voilà, il s'agit de Ultimatum de Mark Woltenhauer et de Nicolas Feuss, publié chez Istia et compagnie. On va suivre en fait les deux personnages des auteurs, donc si je me trompe pas, Norbert Jameson c'est Nicolas et Andrea Auer c'est Mark Woltenhauer. On s'en rend compte vite après parce que quand on fait le lien avec les auteurs et le métier qu'ils font de base, on arrive facilement à savoir qui est qui et surtout je pense que vous pouvez le lire sans avoir lu le reste parce que étant donné que les deux personnages principaux sont aussi dans les romans de chacun d'entre eux, ça pourrait être une suite. Non, vous pouvez le lire comme un one shot, il n'y a aucun souci. On va suivre. En fait, c'est Noël et il y a un grand procès qui se prépare. Le seul souci, c'est que la seule qui peut témoigner se fait tuer lors d'un marché de Noël à Montreux et par des Pères Noël. Ces Pères Noël-là lancent un attentat sur la Suisse en leur disant que si ils ne font pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire libérer un prisonnier islamique, la Suisse allait être rasée, blablabla. Mais on comprend très très vite que c'est un complot politique, il y a un truc sous tout ce bordel en fait. Et les deux, donc Andreas et Norbert, vont se jeter à corps perdu dans cette enquête, quitte à y laisser leur vie. Avec eux, ils ont de la chance d'avoir... Andreas a de la chance d'avoir son mari qui est journaliste et qui le soutient dans tout ce qu'il entreprend, même si c'est le risque que prend son mari. Et Norbert, lui, a une greffière qui est une très très bonne amie et qui est là tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc du coup, voilà, c'est quand même un petit groupe qui part à l'enquête, qui comprend les choses, qui comprend pourquoi, du comment, qui, quoi, et c'est super, c'est génial, c'est extrêmement dynamique. Donc si vous avez lu ce livre-là, n'essayez pas de lire un livre lent derrière parce que je pense que ça va vous faire un écart de fou et avec beaucoup de difficultés vous allez lire la suite. Moi j'ai mis je dirais 2 mois avant de me relancer dans une histoire, hein, voilà, du moins en papier, parce que malgré tout j'ai fini par lire Les 7 sœurs, le tome 1 des 7 sœurs, en audio sur Nextory. Alors moi je ne suis pas du tout partenaire, mais je vous conseille vraiment cette application si vous aimez les livres en audio, mais aussi en numérique, hein. Je crois qu'il y a des livres aussi en numérique, et que moi j'ai découvert cette plateforme parce que je voulais lire des livres et apprendre à connaître des livres que je ne lis pas en règle générale, mais sans avoir la version papier. J'avais pas envie d'avoir la version papier. Je suis déjà assez blindée dans les bibliothèques pour pouvoir avoir encore plus de papier, donc voilà. Donc les 7 sœurs, je l'ai lu par curiosité tout d'abord, parce que à la librairie on le vendait, mais au moins 10 fois par jour, sinon plus, et surtout à tous les tranches d'âge. Donc je ne comprenais pas, comme je connaissais pas, je voulais comprendre pourquoi ça se vendait à ce point-là, pourquoi ça a touché tous les tranches d'âge. En général, les livres touchent une tranche d'âge bien limitée, mais voilà. Là, ça va de l'adolescence à la grand-mère, donc
je me suis dit, bon, il y a un truc, un peu comme la femme de ménage, hein, je trouve que ça touche un peu les trans de tous les tranches d'âge, ben, c'est la même chose là. Et donc je me suis lancée, je l'ai vu sur Nextory, je me suis lancée dedans. Et en fait j'ai compris l'engouement qu'il y a dedans. Alors l'engouement, non, en fait si vous aimez tout ce qui est historique, origine, tranche de vie et voyage, il est fait pour vous. Cette saga est faite pour vous. Dans le premier, on va les suivre Maya, si je ne me trompe pas, l'une des 7 sœurs. Après la mort de leur père, elles reçoivent chacune une lettre sur leurs origines, parce elles ont été toutes adoptées, elles n'ont pas les mêmes origines. Donc Maya, elle est mexicaine et du coup, elle choisit en fait de suivre cette lettre laissée par leur papa et elle est partie au Mexique à la recherche de ses origines, ce qui va être juste magnifique comme voyage. Alors attention parce que on apprend très vite qu'elle fait partie d'une classe sociale assez aisée et que donc d'autant plus elle ne comprend pas, étant donné que c'est une classe sociale aisée, pourquoi j'ai été abandonnée. Donc c'est beaucoup de recherche sur soi-même aussi. Et elle va vraiment découvrir un univers qui est assez brutal, puisque elle fait partie quand même d'une... avec son père adoptif, elle fait quand même partie, elle vient quand même d'un pays, d'une époque quand même où les femmes ont quand même désormais le droit de parler, je dirais. Mais sa mère non, en fait, sa mère d'origine, elle n'en faisait pas partie du tout. Elle faisait partie d'une classe sociale aisée et les femmes étaient entre guillemets muselées, juste ça. Donc une façade de leur mari, quoi, on va dire. Et du coup elle va découvrir tout ça, elle va découvrir le comment du pourquoi, une extrêmement belle histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour qui paraît comment dire, paraît complètement folle, parce que quand vous la lisez vous avez l'impression de dire mais ça va jamais. Et en fait non, en fait je trouve que malgré que ce soit un amour interdit, que ce soit un amour qui n'a aucun avenir, au final, c'est la façon dont c'est écrit, c'est extrêmement beau, extrêmement poétique, et j'ai adoré ce roman. Est-ce que je vais lire le reste? Oui, sûrement. Ça c'est sûr, sûrement en audio, parce que je sais pas si j'achèterai les romans ou pas, à mon avis non. Parce qu'en général je prends les grands formats et je sais plus s'ils sont sortis ou pas, parce que les petits formats, quand les petits formats se vendent super bien, peut-être que les grands formats s'arrêtent, je sais plus. Bref, moi je le lirai sur Nextory, mais c'est une fabuleuse histoire que je vous conseille sans souci. Sans souci, franchement c'est poétique, beau et à la fois ça m'a donné un petit côté un peu comme Sophie mon amour. Vous avez 2 temporalités. Alors vous avez une histoire d'amour de la maman, en fait la maman biologique qui s'est passée et tout ça, et à côté une histoire d'amour de la fille qui est aujourd'hui ce qu'elle est. Ces 2 histoires d'amour sont absolument magnifiques. Et donc je vous conseille vraiment ce roman. Vraiment, il est super. Après les autres, je peux pas parler, mais si c'est de la même vibe, ça doit être absolument génial. Ensuite, les plus récents, il s'agit de Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1 de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Comment dire, je me suis lancée dedans le 1er novembre, oui. Et j'avais commencé, je me suis dit, la première semaine, je vais lire les 7 premiers chapitres et ainsi de suite, voilà. Je n'ai pas réussi, je me suis arrêtée au 7 premier chapitre la première semaine, puis à partir de la 2e semaine, je n'ai pas réussi à arrêter, donc je l'ai terminé extrêmement vite. On va suivre 2 enfants, des jumeaux quoi, qui ont perdu leur maman, qui viennent de perdre leur maman, qui ont été mis dans une maison d'accueil, et
les familles d'accueil, et un jour on leur dit que leurs grands-parents les ont retrouvés et que ils les rappellent au manoir. Et le manoir, il est dans la... Je sais plus comment elle s'appelle la ville. Bref, les manoirs cauchemar. Quand ils arrivent là-bas, déjà ils comprennent pas trop bien parce que les grands-parents ne se déplacent absolument pas pour venir les chercher. Ils envoient leur... comment on appelle ça? Leur avocat. Non, mais c'est un avocat qui les envoie. C'est pas leur valet. Oui. Ils envoient leur avocat pour déjà prévenir les petits-enfants qu'ils doivent partir. Et surtout pour qu'ils ramènent les enfants jusqu'au pied de la ville. Hein. L'avocat ne traverse pas la ville. Et là, au pied de la ville, il y a leur valet justement qui vient les chercher. Et ils vont passer une espèce de brume... on va dire ça comme ça, pour arriver dans la ville en question et découvrir une ville très éteinte, sombre, obscure, tout ce que vous voulez, mais rien n'est joyeux en fait dans cette ville. Et quand ils arrivent au manoir, le manoir est encore la maison la moins joyeuse qui puisse exister. Et très vite ils vont comprendre qu'il y a des problèmes. Il y a des... Autant son frère est très très bien vu, autant elle, pas du tout. Elle est extrêmement pas du tout la bienvenue dans cette ville. Au début, elle pensait que c'était ses grands-parents, mais en fait, c'est la ville entière. Et elle comprend pas trop, en fait. Et c'est là où j'ai un petit hic pour moi, c'est que le lecteur sait pourquoi. Directement, on sait pourquoi elle n'est pas acceptée. La ville le sait, les grands-parents le savent. Tout le monde la déteste, il lui fait comprendre qu'on la déteste, mais on lui dit pas pourquoi. Donc c'est comme si on voulait la préserver de quelque chose qu'elle n'est pas préservée du tout, puisque tout le monde lui dit qu'elle est une paria, qu'elle devrait pas exister. Donc voilà, sauf un jeune homme qui, pour lui, toutes ces malédictions et tout ça est une grosse illusion et que c'est ridicule de la mettre dans cette case. Donc voilà. Mais Auriel comprend très vite aussi que il y a un truc qui va pas autour de sa sœur et lui non plus. Il y a un truc qui va pas en lui. Il capte des choses qu'il ne devrait pas capter, mais qui sont pas en sécurité en fait. Donc leur seul but c'est de trouver un moyen de partir de là. Et j'ai le 2 et le 3 encore déjà, donc j'ai hâte de lire la suite. L'avant-dernier livre, plutôt lecture coup de cœur, c'est le dernier roman que j'ai lu. Il s'agit de Le livre des rêves interdits de David Farr, publié chez Michel Lafon. Et vous allez suivre Rachel et Robert Klein, un frère et une sœur. La sœur a 12 ans et Robert a 14, je crois. Et dans un univers qui a pour gouvernement une dictature. Et cette dictature interdit absolument tout, c'est-à-dire les enfants, ils ne doivent pas sortir, les plaisirs, donc la musique et tout ça, les livres, c'est seulement ceux qu'ils ont acceptés. Donc dans cette ville qui s'appelle la ville Krasny, quoi. Et un jour, le jour de l'anniversaire de la petite, leur père leur dit, les emmène jusqu'à la bibliothèque, leur confie un livre qui s'appelle le livre des rêves interdits et leur dit de ne surtout pas le lâcher, de le protéger au périple de leur vie. Comment dire, la gamine a 12 ans, lui il a 14 ans. Au bout d'un moment... ouais, super, merci papa. Et en fait, lui, il se fait arrêter et eux, ils arrivent à s'enfuir. Ils sont censés donner le livre à quelqu'un, sauf qu'ils peuvent pas. Donc, ils l'ont toujours avec eux.
elle va se retrouver dans un orphelinat, lui, il va partir au Port Clément, enfin, c'est, on va dire, la partie non, qui n'est pas sous la dictature, je dirais, et va rencontrer des gens qui font partie de la rébellion et qui ont pour seul but de venger et de sauver à la fois la Krasny, oui, en tuant le dictateur. Mais le dictateur, lui, veut absolument ce livre parce qu'il est sur le point de mourir. Et voilà. Mais c'est très beau, vous avez des rêves tout le long, voilà. On apprend pourquoi ce livre a été créé et la dangerosité de ce grimoire, je dirais. Et le côté fraternel qu'il y a entre ces deux gamins est absolument magnifique à voir. C'est ce qui fait leur force en fait tout le long, parce qu'ils se retrouvent sans leur maman, sans leur papa et livrés à eux-mêmes. Avec un livre que le pire dictateur de leur monde veut absolument, quitte à les tuer hein, s'il le faut. Donc c'est pas vraiment un univers où fait pour les enfants, je dirais, mais la solidarité, ce que j'ai aimé, c'est surtout ça, c'est la solidarité, la fraternité autour d'un livre. Vous voyez, c'est un univers extrêmement dense, donc ne vous faites pas la petite couverture absolument jolie que l'on peut faire en jeunesse. C'est extrêmement dense. Si vous avez un adolescent qui est pas fan de lecture, je vous déconseille de le lire, de lui commencer ce livre-là. Je pense que ça va être beaucoup trop dense pour lui. Mais si vous avez un ado qui adore à la fois la fantaisie et le tranche de vie, avec une bonne touche de militantisme, sans violence quelconque, hein, il y a des petites menaces et tout ça, ou genre si tu veux que ta soeur vive, dis-moi où est le livre, des trucs comme ça, des choses comme ça, mais il n'y a pas de violence en... Enfin si, il y a une violence, une seule grosse violence. Voilà, mais bon, si vous avez un ado, je dirais de 14-15 ans, je pense que ça peut aller. Mais il faut qu'il aime lire. Vraiment, 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 parce que le texte est vraiment dense. Et le dernier coup de cœur dont je vais vous parler, il s'agit de Le jour où il a suivi sa valise de Becca, Marco et Maëla, publié chez Bambou Édition. Alors, il y en a 9. Je crois que ma maman m'a offert le 9e, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc j'ai trop hâte de l'avoir. Franchement, je suis fan de cette saga, donc il n'y a pas de souci. Et celle-là est le 4e tome, oui, pardon. Et on va suivre en fait Clément, un jeune homme qui est un peu indécis de leur vie, qui se laisse un peu mener avec le vent et qui est tellement indécis qu'il suit bêtement tout le temps, tout le monde. Et qui est complètement perdu en fait, au point que quand sa compagne décide de suivre son groupe bienveillante, mais je vous dis c'est plutôt sectaire son groupe, à Bali, il décide tout bêtement de dire bah, pourquoi pas, je te suis. Arrivé à Bali, il va y avoir un couac qui fait qu'il va se retrouver séparé du groupe, à son grand bonheur d'ailleurs, parce que franchement il est allé, mais c'est juste pour faire plaisir, mais il n'avait pas du tout l'intention de rejoindre cette espèce de groupe bizarre, donc il n'en a rien à faire. Il va donc se retrouver séparé du groupe et être ramené au groupe après 3 ou 4 jours plus tard par un monsieur qui est allé chercher le couac à l'aéroport et va l'emmener à travers le pays, puisque ça met, il faut un certain temps pour aller jusqu'à là-bas, et lui faire découvrir le pays d'une toute autre manière de la vision qu'il a lui-même de ce qu'il voit, et surtout l'aider à se découvrir lui.
parce qu'il va vite comprendre qu'en fait il a l'impression tout ce qu'il pense de lui-même ne vient pas de lui. Il vient très vite des gens qui lui ont toujours dit qu'il était comme ça, qu'il n'était pas comme ça, qu'il est... Voilà. Et c'est très beau et c'est celle, je pense, de toute la saga pour le moment que j'ai lu, où il y a la plus grande remise en question du personnage, sachant que vous avez Clément et juste derrière vous avez un personnage, vous ne voyez pas la tête, qui elle aussi a une très grande remise en question, et je crois que c'est la 8e BD qui parle d'elle et qui est très beau parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les évaporés au Japon, et c'est vachement beau, c'est extrêmement beau comme BD et comme vision du monde, et ça vous remet en question vous-même quand vous la lisez. Donc je vous conseille cette BD avec grand plaisir. Toute la saga, de toute façon, je vous la conseille. Mais en tout cas, celle-là, vous pouvez la lire même si vous n'avez pas lu le 1, le 2 et les 3. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Elle est extrêmement belle et je vous conseille à 100% de la lire. Voilà, j'en ai fini avec le bilan coup de cœur. Donc, on va passer au bilan maintenant film et série. Et saga, je pensais pas en avoir regardé autant, mais si, en fait. Et je pense que j'en ai raté, j'en ai oublié, parce que j'ai mis 1h30 à récapituler tout ce que j'avais vu en regardant sur tous les sites sur lesquels je regarde mes films et séries. Donc voilà. Le premier film que j'ai regardé, c'est mon chéri qui me l'a fait regarder, mais je sais plus si c'était début janvier ou fin, je sais plus. Je me souviens que je me suis endormie, donc ça devait être la nuit, mais voilà. Il s'agit de La Barbe Obscure, In Dark Night de Anthony Bean. On va suivre en fait une jeune femme qu'on croit aveugle tout le long, et qui est pianiste dans un orchestre qui fait de la musique pour films de thriller, si je ne me trompe pas, et qui va assister à la mort de sa voisine. Bien sûr, sa voisine a fait en sorte que le petit truc que les méchants veulent absolument se retrouve en sa possession à elle. Et bien sûr, comme elle est aveugle, c'est un peu compliqué, on va dire, voilà. Et tout le long, on va la voir vivre des péripéties, essayer de comprendre le comment du pourquoi. Je dirais que c'est pas un film waouh, j'avoue, c'est pas le film de l'année pour moi. Mais ce qui est époustouflant avec ce thriller, je trouve, c'est le côté suspense qu'ils ont foutu dedans, parce que même si vous avez un mini truc qui vous fait dire c'est ça, et ben juste après ça vous casse absolument tous vos délires, et avec les musiques et tout ça, ça donne un suspense de fou, et surtout on arrive à une fin, quand on est à la fin, on fait ok, tout ça pour ça. Ok, mais j'ai adoré ce film, même si je me suis endormie en plein milieu et que j'ai dû le continuer le lendemain. J'ai vraiment apprécié ce film-là. Ensuite, en mai, on a regardé Fall de Scott-Man. Alors Fall, si vous avez le vertige comme moi, je vous déconseille totalement ce film. C'est des deux jeunes filles surtout, qui sont passionnées de base d'escalade. Sauf qu'il y en a l'une qui va perdre son mari, je dirais, qui va tomber d'une falaise qu'ils escaladaient avec plaisir, et qui va tomber dans une dépression totale. Mais sa meilleure amie ne l'entend pas de cette oreille et l'emmène faire de l'escalade, quoi qu'il arrive, parce que sa meilleure amie fait de l'escalade à sensation, donc elle fait de l'escalade sur des trucs hyper hauts, et elles ont décidé de faire c'est elle là décidé de faire la plus grande antenne qui
qui se trouve au Texas, si je ne me trompe pas, dans le désert du Texas. La plus grande antenne, voilà. Et quand elles arrivent en haut, le seul problème, c'est qu'elles ne peuvent plus redescendre. Quand vous voyez, quand vous avez le vertige comme moi, et que vous voyez la taille de l'antenne, le vide au milieu, c'est époustouflant. Elles vont devoir donc survivre. C'est vraiment de la survie en fait, parce qu'elles vont devoir survivre sans eau, sans manger, avec un seul truc, un sac avec un espèce de drone, parce que sa meilleure amie filme tous ces escalades à sensation. Et surtout, ben, elles ne savent pas comment aller, parce qu'en haut, il n'y a pas de réseau, hein. C'est mort. Elle va se débrouiller d'une façon assez spéciale et dégueulasse, je dirais, mais elle va se débrouiller pour s'en sortir. Et vraiment, ce film c'était plutôt pas mal, Fall. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que le côté montagne, escalader, tout ça, non. Moi, il y en a qui ont peur. Vous voyez, c'est ça que j'ai pas. Parce que moi, j'ai pas peur si je devais sauter dans l'avion en parachute. J'ai pas peur de ce genre de choses. Mais alors ça, c'est juste impossible pour moi. C'est comme si vous me demandez de monter au dernier étage de la Tour Eiffel. C'est juste impossible pour moi. Il y a ce côté... je vois le sol en fait arriver et c'est impossible pour moi. Alors que le parachute, pas vraiment. J'arrive petit à petit. Donc non, si vous avez cette phobie là, je suis pas sûre que ça soit pour vous, mais c'est plutôt pas mal quand même. Ensuite, alors là, vous avez la femme badass de chez Badass. J'ai regardé G20, qui est en fait, comment dire, un complot politique, on va dire ça. Vous avez une femme noire qui est présidente et qui va subir un attentat, tout simplement, et qui va absolument tout faire pour sauver les siens, avec l'aide de quelques personnes, hein, mais voilà. Et surtout, elle va montrer une autre facette que la jolie présidente bien devant la caméra et qui dit tout ce qu'on doit dire. Mais si vous aimez tout ce qui est film d'espionnage, de flics à l'américaine et tout ça, G20 il est pour vous en fait, il est absolument pour vous, avec un côté bien forcé de féminisme. C'est 100% pour vous, puisque vous avez une héroïne complètement badass, présidente, qui est là qui est là vraiment pour sauver son pays et qui va le faire jusqu'au bout, quitte à mettre sa vie en jeu. Donc à 100%, moi je dis oui, avec beaucoup de complots politiques, beaucoup de trahison et tout ça. Ensuite, j'ai regardé aussi Les Infaillibles avec Inès Reg et son mari, qui est absolument drôle. Inès est un flic de Marseille et son mari est un flic de Paris. Inès, à Marseille, elle assume complètement ce qu'elle est, et c'est vrai que pendant ces enquêtes, elle dépasse un peu trop les bornes, je dirais, hein. Donc son patron, qui en a ras la casquette, décide de l'envoyer à Paris, dans une brigade, où franchement, non, en fait, elle est de Marseille, elle va pas aller à Paris. Donc quand elle arrive et qu'il faut faire le taf, elle est juste à fond dans le taf, et surtout elle a pas sa langue dans sa poche, quoi. Donc il y a aussi un truc en plus, c'est qu'elle comprend très vite que ça a un lien avec son père, et que son père étant en prison depuis des lustres, son nom en fait est déjà très mal vu au sein des autorités, et il faut qu'elle fasse sa place, quoi.
en gros. Mais comme elle n'a pas du tout la langue dans sa poche, ça va pas être compliqué pour elle. Mais c'est extrêmement drôle, j'adore. Franchement, j'adore, je suis fan. Et la voir dans un rôle tel quel que celui-ci, c'est juste génial en fait. Franchement, j'ai adoré ce film. De là, le re-regarder, je ne sais pas. Mais j'ai adoré ce film en tout cas. Pour le prochain, ah oui, j'ai regardé Head of State de Ilya Neshul avec John Cena et Idriss Elba, je crois que qu'il s'appelle comme ça. Ça, par contre, vous avez le gouverneur anglais qui est Idriss Elba et le président américain qui est John Cena. Le problème, c'est que John Cena est devenu président américain parce qu'il est extrêmement connu pour une seule chose, c'est-à-dire ses scènes de combat dans ses films. Et ils doivent aller jusqu'à la grande réunion des nations afin de garder l'alliance qui a été faite depuis la Seconde Guerre mondiale et qui est l'alliance de l'OTAN. Et chose aussi, c'est que entre l'endroit où ils partent et la réunion, ils vont se faire canarder par les Russes et ils vont se retrouver en Russie, je dirais. Mais c'est extrêmement drôle parce que d'un côté, vous avez le gouverneur anglais qui est aussi un ancien militaire et de l'autre, un acteur de film d'action qui n'aurait jamais dû être président américain et qui, voilà, les deux se retrouvent à devoir gérer une situation de crise et c'est trop drôle parce que de l'autre côté il y en a l'acteur, lui, John Cena, il est persuadé de savoir comment se battre et tout ce tralala et de se défendre et comment survivre parce qu'il le fait dans son film d'action alors que pas du tout. Et de l'autre, vous avez un ancien militaire qui en a ras-le-bol en fait de ramasser toutes les conneries du président américain. Et c'est extrêmement drôle. Franchement, les deux réunis. Vous avez un côté sérieux décalé et c'est trop drôle. Si vous aimez tout ce qui est comédie, policière, avec des complots politiques et tout ça, il est pour vous. Pour continuer, j'ai regardé le dernier Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence. Je voulais savoir, que je sais que c'est un préquel, pardon. Donc vous allez voir l'adolescence de Snow et pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et oui, j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai bien aimé. Mais le fait d'avoir commencé, de voir pourquoi ça... Les combats dans l'arène ont commencé ce qu'ils ont commencé, c'est un peu dérangeant, j'avoue. Parce qu'au final, c'était juste une question de pouvoir et c'est pas spécialement une question de jalousie ou autre, c'est vraiment une question de pouvoir. Alors, des riches et des pauvres. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai regardé The Others That Fall, toujours avec de James Samuel, toujours avec Idriss Elba et Jonathan Major. En fait, vous allez vous retrouver dans un univers très western. Je dirais western à la moderne. En gros, comme ça. Vous allez vous retrouver avec Idriss Elba dans un rôle du mec le plus recherché des États-Unis en gros, et qui va s'échapper en fait de là où il est en prison, prisonnier lors d'un convoi en fait de prisonniers. Enfin, il le déplace quoi en gros, et en fait ce mec là a tué les parents d'un jeune garçon qui, comment dire, l'a marqué au fer. On va dire ça comme ça. Et ce jeune garçon qui a grandi n'a qu'un seul but,
c'est de le buter. Voilà, c'est son but ultime. Et le groupe qu'il a fondé, qu'il a fondé avec ses partenaires, le suivent en fait. De toute façon, il faut les arrêter. Tuer mort, ça serait mieux en fait, en gros. Donc voilà. Sauf que il va, franchement, j'ai jamais vu un homme aussi buté. Son seul but, c'est vraiment de le buter. Donc, quitte à mettre en péril sa vie et ceux de ses partenaires, il en a rien à faire en fait. Donc, vous avez un côté bon, très strict, décalé, avec une histoire très profonde de vengeance, mais aussi pourquoi, comment ça en est arrivé là. Et de l'autre côté, extrêmement décalé et drôle, parce que les partenaires sont tout autant drôles les uns que les autres. Et un peu le côté je m'en foutisme, de toute façon, buter pour buter, autant tout défoncer. Et j'ai trouvé ça très bien amené, avec une histoire, un fond absolument extrêmement intéressant, parce que c'est pas simplement de la jalousie, c'est aussi un passé très dur à supporter. Un passé tellement dur à supporter que c'est insupportable de voir ce passé heureux avec quelqu'un d'autre et tout ça là. Donc j'ai bien aimé, vraiment c'était très bien amené et vraiment c'était génial. J'ai adoré cette... Pourtant le western c'est vraiment pas mon truc. Hein. Mon père il a essayé plusieurs fois de me faire voir un film à l'ancienne western. Je trouve ça absolument... barbon, je vais y avouer. Ensuite, on a regardé Shadow Force de Joey Canaan avec Omar Sy et je me souviens jamais de pourtant elle est connue hein, cette actrice, mais je vous la mets là. Vous avez en fait une unité d'élite qui s'appelle Shadow Force et qui a été créée uniquement pour buter les gens qu'on leur demande de buter. Et la seule règle qu'il faut respecter, c'est de ne pas fraterniser avec les partenaires. Le problème, c'est que ça n'a pas été le cas. En fait, Omar et sa femme, qui étaient partenaires, sont tombés amoureux. Et en fait, pour pouvoir... il y a le fruit de leur amour qui est né. Et pour pouvoir le sauver, hein, pour pouvoir lui apporter une vie calme et apaisante, loin de Shadow Force, ils ont décidé que Omar élèverait leur fils seul et que elle irait vivre sa vie ailleurs. Le seul souci, c'est qu'Omar va tout simplement griller sa couverture en voulant aider quelqu'un en particulier, sans savoir que cette attaque avait été orchestrée pour les débusquer, et donc ça va être comment dire, une chasse à l'homme, grandeur nature. Voilà. Surtout qu'il va y avoir des trahisons et tout ça. Ensuite, Infinity de Stéphane, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Vous avez deux. Ça parle de réincarnation, je dirais. Vous avez d'un côté, vous avez deux hommes, d'un côté le mal, d'un côté le bien, entre guillemets. Et en fait, à chaque fois qu'ils meurent, ils se réincarnent, mais il faut attendre un temps pour qu'ils se rendent compte qu'ils se sont réincarnés, et ainsi de suite. Une fois qu'ils captent qu'ils se sont réincarnés, le seul but de l'un, c'est de détruire l'autre, et ainsi de suite. Mais on va vite comprendre que c'est beaucoup plus compliqué et que il n'y a qu'une seule façon que l'autre ne se réincarne pas, c'est grâce à un objet, une espèce de... on dirait une bombe, mais c'est pas une bombe. Et bien sûr, aussi bien l'un que l'autre la veut pour éviter de se faire
emprisonné et ainsi de suite. Mais c'était plutôt pas mal. Mais la fin, en fait, je laisse sur votre fin. On a envie de plus d'un peu plus ouais, il manque un truc en fait. Donc je pourrais pas vous dire si j'ai beaucoup aimé ou pas, mais il me manque un truc. Ensuite, Baba Yaga. Alors, je connais l'histoire de cette sorcière, mais en fait, la première, on a réussi à voir que le premier... Oui. Que le premier de la saga. Ce sont 2 films, je crois. Et le premier de la saga, en fait, c'est des petits garçons qui disparaissent. Et on leur dit qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont taper à une porte bien précise 2 fois en disant Baba Yaga, la malédiction tombe sur votre tête, en gros. Donc, on va faire la connaissance d'une maman et de sa fille. Sa fille est en famille, a été placée très tôt à l'orphelinat puisqu'ils l'ont abandonnée en fait. Elle a abandonné sa fille, je dirais, pour des raisons personnelles, voilà, et d'éthique. Et quand elle revient, elle capte très vite qu'il y a un souci avec sa fille et que c'est dû à Baba Yaga, je dirais. Donc, et surtout, il y a des gens... Alors, là, ce qui m'a dérangé, qui m'a beaucoup dérangé, c'est que très vite, j'ai vu les personnes qui étaient très louches et du coup, ça m'a cassé un peu dans le délire. Je me suis dit, mais ça se voit en fait, pourquoi tu lui fais confiance Non, pourquoi tu fais ça? Par contre, est-ce que c'est dû au fait que je n'ai pas vu le 2, que ça me laisse sur une fin même pas inachevée, ou plutôt où je me dis, mais pourquoi il y en a une deuxième? Donc voilà, et à la fin, et à la fois, je me dis, ah, il y a quand même ce truc-là. J'aimerais bien savoir pourquoi. Donc, je suis un peu mitigée sur celui-là. Je n'ai ni aimé, ni détesté. Mais à voir. À voir si le deuxième m'apporte les réponses à ce que je souhaite. Mais après, c'est pas... on peut pas tout aimer. Ensuite, la duplicité de Tyler Perry. Alors ça, c'est le film par excellence de la manipulation. On va suivre une jeune femme qui est mariée à un homme. D'ailleurs, la jeune femme qui est celle qui joue dans Vampire Diaries, la sorcière là. Et cette jeune femme avec cette voilà, au bout d'un moment, elle est avocate si je ne me trompe pas, ou flic, non avocate, et elle a une enquête sur le coup, en cours, qui fait qu'il y a des gros blancs, des points noirs qu'elle peut pas élucider et tout ça, et elle va vite comprendre que ben il y a un lien en fait, il y a un lien entre les personnes qui, comment dire, elle se retrouve avec sur l'enquête de son meilleur ami qui s'est fait tirer dessus par le coéquipier, je dirais ça, le coéquipier du meilleur ami de son mari. Voilà, on va dire. Sauf que elle y croit pas. Sur les vidéos, soi-disant, le coéquipier lui a tiré dessus parce que, soi-disant, il avait mis la main dans la poche pour sortir un truc, alors que non, il avait son casque sur les oreilles, sur les oreilles, et en voulant entendre ce que les flics lui disent, il a sorti son téléphone pour pouvoir l'éteindre. Donc voilà. Et en fait, il y a plein de mensonges qui vont tourner autour de ça parce que le flic qui a tiré est un flic blanc, mais qui est une novice. Donc voilà. Et on l'accuse de
racisme, parce que bon, on sait à quel point tirer sur un noir en Amérique c'est mal vu quand on est blanc. Et ce qui est compréhensible, je dirais. Et lui il crie son innocence, il dit qu'il n'a jamais rien fait. C'était un accident et tout là, et comme il y a beaucoup de preuves qui disparaissent, tout ça, elle dit il y a un truc qui cloche, et je comprends pas quoi, mais il y a un truc qui cloche, et elle va fouiller beaucoup trop loin, qui va faire que elle va mettre sa vie en péril, mais surtout elle va se rendre compte très vite que toute la vie qui tourne autour d'elle, c'est-à-dire ses proches, n'est qu'un mensonge en fait, est un horrible mensonge. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est film d'enquête, trahison, racisme, mise en avant, ce film est pour vous. Il est génialissime, mais très long. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de recherches, donc il est très lent. Mais il est filmé de façon à ce que, à la fin, tu te dises ah ouais, ah non, j'aurais jamais imaginé quoi. Donc très bon film, très bon film. Ensuite on va passer dans un univers très apocalyptique, je dirais. C'est La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, c'est un papa qui travaille à la NSA, CIA, je sais plus, et qui a accès à beaucoup d'informations sur, je crois que c'est New York, donc sur New York, et qui peut voir aussi toutes les caméras possibles. Malheureusement, il y arrive une merde, je dirais, et surtout, il y a un groupe militantisme qui, en gros, qui provoque les autorités très régulièrement en leur disant que ce qu'ils font c'est pas bon, que si ça continue comme ça, ils devront prendre des mesures et tout ça. Très vite, il comprend qui est derrière ça. Et au début, il n'est pas très... Enfin, il va finir... Il est contre, puisqu'il fait partie des autorités, il comprend pas pourquoi cette personne fait ça et tout ça. Mais... il va vite déjanter quand il va comprendre qu'il travaille pour le mauvais côté de la barrière, je dirais. Donc c'est tout un... Là aussi c'est tout un truc de complot, d'intrusion dans les vies, voilà. Franchement, je crois que ça fait quelques films que je vous dis, qui est dans la même vague, mais j'ai adoré aussi. On va arriver dans des films un peu moins enquête et tout ça. Le premier c'est L'étel à cielo grande. J'avais adoré j'ai adoré ce film. Je pourrais le regarder des milliers de fois celui-là, parce que j'avais regardé la série Poursuivre des rêves, ce sont une série et un film espagnol, hein, je tiens à préciser. Ensuite vous avez une jeune fille qui va revenir sur les traces de son enfance et avec son papa. Voilà. Et là où ils vont, c'est comme une espèce de grande maison sur îlot, je dirais, touristique, je dirais. Et elle va vivre un été absolument rempli de bonheur, de comédie musicale, mais aussi de secrets, puisqu'elle va apprendre des choses sur sa maman, de trahison aussi. De jeunes filles qui se la pètent plus haut, voilà. Mais c'est pas mal en fait, c'est très ado, à la fois très camp rock, très, vous voyez, dans ces vibes là. Donc j'ai bien aimé. Ensuite, absolument royal. Alors ce livre et ce film, je l'adore. Je le regarde chaque année. Et c'est une jeune femme qui tient
un coiffeur, oui, un coiffeur qui s'appelle Bella, en plein milieu du Bronx, je dirais. On va dire ça comme ça. Et un prince qui est là pour son mariage et qui cherche un coiffeur. On lui dit non, c'est même pas Bella, c'est Bellissima, ou un truc comme ça. Donc, il envoie son valet chercher un coiffeur digne de ce nom. Et on lui dit, vous devez absolument appeler Bellissima, il est le meilleur coiffeur du monde et tout ça. Et quand le coiffeur arrive face au salon de coiffure, il se rend compte qu'en fait il est chez le mauvais Bellissima en fait. Ce que c'est fait, donc la coiffeuse arrive chez le prince et se retrouve dans un univers qui est pas du tout comme le sien, qui est à des années-lumière de ce que elle vit, rempli de paillettes, de strass et tout ça, mais surtout aussi rempli d'arrogance totale, d'indifférence envers le petit peuple, je dirais, et elle supporte pas en fait. Donc du coup elle commence à couper les cheveux du prince et en plein milieu elle en a ras-le-bol de tout ça, elle se barre et le prince il se retrouve avec une coiffure qui est à moitié terminée. Lui il n'entend pas du tout de cette oreille là, donc il ordonne à son valet, quoi, à son chauffeur, de l'emmener jusqu'au fameux Bellissima. Et là, ça commence à être, je dirais, une belle romance, mais remplie de problèmes. Puisque le prince est censé se marier, donc pas de sentiment, aucun sentiment doit interférer entre eux. Mais très vite, vous allez comprendre aussi que lui, il veut pas se marier comme ça. C'est un mariage arrangé, donc il veut pas se marier. La future femme non plus, même si elle l'adore. Et elle est vraiment adorable en plus, sa future femme. Hein. Elle suit ce que sa mère veut bien qu'elle suive et elle s'en fout de ce mariage. Elle sait très bien qu'il est là, il est arrangé, donc voilà. Mais c'est très drôle et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Nos cœurs meurtris. Alors, Nos cœurs meurtris, c'est comme My Awkward-ière. La différence, c'est que c'est la même actrice, je dirais. La différence, c'est que d'un côté, vous avez une jeune femme qui est atteinte d'un diabète sévère et qui a besoin d'une assurance maladie d'une mutuelle, quoi, assez élevée pour pouvoir payer ses médicaments, qui lui revient à très cher. Vous savez qu'en Amérique, ils n'ont pas d'assurance maladie. Les seuls qui ont cette aide-là, ce sont les militaires. Elle travaille dans un bar où énormément de militaires passent lors de leur permission. Et elle va demander à son meilleur ami, qui est l'un de ses meilleurs amis qui est militaire, de l'aider en fait, et de lui demander s'il veut bien se marier avec elle juste pour les papiers et pour avoir cette aide-là, voilà, de l'État. Bien sûr, son meilleur ami l'aurait fait avec un très grand plaisir, sauf que lui est sur le point de se marier et qu'il est hors de question que ça foire à ce niveau-là, ce qu'elle comprend complètement. Mais le meilleur ami de son meilleur ami, enfin un de ses collègues, l'un de ses amis les plus proches, va finir par accepter pour une raison qui lui est personnelle. Et elle veut rien savoir de tout ça. Tout ce qu'elle veut, c'est la mutuelle et pouvoir avoir son insuline. C'est le début des problèmes, puisque se marier de cette façon, c'est une fraude dans l'armée. Et surtout, son père étant un ancien militaire assez strict, le voit pas d'un très bon oeil et va faire son enquête jusqu'au bout lorsqu'il apprend qu'ils sont mariés, sachant qu'en plus lui il revient de l'armée extrêmement amoché, il est en fauteuil roulant et du coup voilà. Mais une jolie romance va se mettre en cause. C'est aussi un livre, hein, donc si vous voulez la version livre, voilà. Et My Awkward-ière, c'est en gros une romance aussi, mais entre une élève et
Ils sont à l'université, hein, donc, entre une élève et son professeur. Donc, voilà. On va passer aux séries, et je vous dis que ça va être très très long. Hein. On va passer aux séries. Bets. Alors, Bets, si vous connaissez la version manga, je pense que vous connaissez déjà. C'est une jeune fille qui va rentrer dans une école où l'on apprend tout ce qui est manipulation, jeu d'argent, trahison, coup bas, tout ce que vous voulez, tout ce qui puisse exister dans cette vibe là. Et c'est plutôt sympa, sincèrement c'est vraiment sympa. Je vous conseille, mais j'ai hâte de le voir la suite parce que la fin elle est un peu chelou. Farm Country de Max Hero. Alors là vous avez des pompiers en pleine forêt. Parmi les pompiers de la Fire pompiers, vous avez une partie de ces pompiers là qui sont des prisonniers en insertion. Et donc, il y a beaucoup de conflits entre eux et tout ça, mais c'est vraiment, vraiment bien. Mais bon, c'est le début, donc voilà. Tout pour la lumière de Nicolas Hertz. Alors, Tout pour la lumière de Nicolas Hertz, je dirais que c'est un mélange de... comment on appelle ça, British Knight et de... une de 13 version française. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il y a des histoires de famille, des histoires de secrets. J'avoue qu'il y a un personnage qui commence à m'énerver, donc s'il pouvait le faire passer sous un bus, ça serait bien. Mais je crois qu'il s'est fait attaquer ou meurt, je sais plus, donc ça me rassure. Et puis voilà, il y a beaucoup de secrets dans cette histoire, donc voilà. Ensuite, SWAT de Sean Ryan avec Shemar Moore. Je pense que tout le monde la connaît cette série et je vais continuer. Je crois que il me reste encore quelques épisodes à regarder, mais je vais continuer. Tracker, c'est une série que j'ai pris en route, je dirais, et que après j'ai regardé le reste. C'est un mec qui est récompensiste. Bref, c'est un chasseur de primes, je dirais. Et en fait, il va de ville en ville avec sa caravane. Et dès que quelqu'un met je cherche telle personne contre celui qui me la ramènera aura une telle somme. En fait, dès qu'il y a une petite somme, il accepte cette mission. Voilà, et il a plein de missions comme ça. Voilà. Ensuite, Heartland. Un chasseur de primes. Oui, mais là, c'est pas un chasseur de primes, en fait, c'est des parts. Il doit trouver des personnes qui ont disparu. Mais qui sont pas méchants. Genre des parents qui ont perdu leur fils, quoi. Oui, mais ça s'appelle quand même. Oui, mais lui, il n'appelle pas les chasseurs il s'appelle pas les chasseurs de primes, il appelle ça il dit qu'il est récompensiste. Alors, Heartland, j'en fais une obsession. J'arrive. J'ai eu énormément de mal à regarder d'autres séries après celle-ci. J'ai les versions livres que vous voyez sûrement. Non, vous les voyez pas. Parce que c'est beaucoup plus droite, non. Je suis fan de Heartland depuis que je suis gamine et ça ne s'arrêtera pas. Et je sais que la saison 19 arrive. J'ai hâte de la voir en France parce qu'elle est sortie en version anglaise, hein, mais américaine, pardon, mais pas encore. Canadienne, pardon, parce que c'est au Canada, mais pas encore sortie en France. La Brea, c'est de la SF dystopique. Vous allez avoir un jour, le monde qui va s'écrouler avec des trous temporels qui vont apparaître un peu partout sur la Terre et engloutir avec les gens dans un univers, dans un monde en plein milieu, je dirais, de l'âge de préhistorique, je dirais. Mais voilà, il n'y a pas d'autre chose.
Ensuite, après La Brea, j'ai regardé en série, bon, je regardais Flash, Supergirl, et là je suis en train de regarder Legend of Tomorrow. Donc voilà. J'ai regardé Complicité, c'est une jeune femme qui comment dire, qui grandit, je dirais, grâce à son mari dans les sphères de la haute société. Et un jour, son mari meurt, en fait. Et bien sûr, il y a plein d'accusations qui lui tombent sur le dos. Bref. Et sa sœur aussi est complice de tout ça. Bref, c'est plein de trucs. J'ai regardé Compte à rebours, donc Countdown, qui est une série qui est thriller à la NCIS, plutôt à la esprit criminel ou autre. En fait, vous avez une brigade qui a été constituée uniquement pour ce genre de mission. C'est constitué par des personnes, des anciens militaires, des anciens flics et tout ça, qui ont un passé assez compliqué et qui surtout n'ont pas peur de transgresser les règles. Donc oui, c'est plutôt pas mal aussi. J'ai hâte de voir la suite parce que là je suis un peu stoppée dans ma lance et j'étais là. Ensuite, attendez, oh là là, que ma tablette est éteinte. Vous avez Just Add Magic. Là, c'est plus pour les ados. Vous avez 3 jeunes filles qui vont se retrouver avec un grimoire, avec des recettes un peu spéciales, je dirais. L'une d'elles a une grand-mère qui ne parle plus depuis un bon bout de temps, pour une bonne raison, je dirais, enfin pour une raison quoi. Et elles vont vite comprendre que ce livre, en fait, quand on fait les recettes à l'intérieur, on en paye quand même un prix, quoi qu'il arrive, que la magie a un prix. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon voilà. Vampire Academy, la version série, qui s'arrête en plein milieu, donc je sais pas si la suite elle y est encore, mais moi je me suis arrêtée quand c'était parce que c'était la fin, ben ça me laisse sur ma fin quoi. Mais si vous connaissez Vampire Academy version livre, c'est quasiment la même chose, donc ouais. Highway 5.0, je l'ai regardé jusqu'au bout et je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas la suite parce que ça vous laisse un peu sur votre faim. Mais voilà, j'aime toujours autant cette série et je trouve que s'il y avait une suite, je la regarderais. Gilmore Girls, je l'ai à peine commencé mais je l'ai arrêté, j'avoue. Mais c'est drôle, c'est extrêmement drôle. J'aurais jamais pensé qu'un film aussi, je dirais aussi, qui a son temps quand même, soit aussi drôle. Je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous en parler parce que à mon avis vous savez de quoi je parle. 4S, j'avoue, contrairement à toutes les personnes qui ont vu la version manga animée jeune, ça n'est pas mon cas, donc j'ai adoré, mais apparemment par rapport à la version animée, et ben ça n'a rien à voir. Et bon. Moi j'ai beaucoup aimé ces 3 sœurs qui vont devoir qui font des castres, je dirais, et qui font ça pour comprendre pourquoi leur père est mort, bref, mort ou disparu, je sais plus. Ensuite, Spinning Out avec Kaya Scodelario. Comment dire, c'est une jeune fille qui est passionnée de patins à glace et qui va faire une chute absolument horrible en fait, et comment dire, qui va avoir peur de remonter sur ses patins, hein, ce qui est normal, mais qui a tout comme sa mère la bipolarité. J'ai une autre question.
Donc voilà, elle est donc bipolaire, la mère est bipolaire et donc la fille, l'aînée a ce syndrome-là. La différence c'est que l'aînée fait absolument tout pour que ce côté-là ne sorte pas, alors que la mère, elle prend jamais ses traitements, bref, voilà. Donc il y a tout ça, et sachant qu'elle est dans l'univers du sport et du patin à glace, personne ne doit savoir qu'elle a ce trouble-là. Et ça va être un peu compliqué puisqu'elle va devoir concilier... enfin, en fait, son pire ennemi a besoin d'un partenaire. D'une partenaire, je dirais. Donc ça va faire un... Je dirais que c'est un côté ennemi to lover. Mais voilà, j'ai bien aimé cette série. Donc, ensuite, Rien ne t'efface. Rien ne t'efface est une série feuilleton sur TF1 qui parle d'une maman qui a perdu son fils et qui, des années plus tard, continue à chercher son fils et à voir son fils partout. Et son mari, qui est l'inspecteur en question, qui est l'inspecteur qui a fait les premières recherches sur son fils, commence à vraiment perdre patience et à lui dire mais d'arrêter de chercher et d'espérer puisque tout ça c'est faux, c'est dans sa tête et tu seras là. Donc elle n'entend pas du tout de cette passion et on va voir elle va mettre en avant cette puissance qu'ont les femmes quand ils ont leurs enfants et à chercher à les protéger, bref. Ensuite, Docile. C'est particulier, je dirais, cette saga, cette série. Vous avez en fait une espèce de ville qui est soumise à une espèce de grand asile de fous, je dirais. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors cette ville, il n'y a pas d'enfants déjà, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça va commencer avec deux femmes, une qui vient de là et qui est enceinte, et sa femme qui est le nouvel inspecteur de la ville, qui elle voit très très vite qu'il y a un problème, qui comprend pas ce qui se passe. Elle se rend compte très vite qu'il n'y a pas d'enfants en bas âge dans cette ville, donc elle comprend pas très bien non plus pourquoi sa femme a décidé de venir vivre ici. Puis elle comprend très vite que sa femme vient de cette école bizarre, enfin de cet asile, je dirais. C'est très très bizarre et j'ai vraiment envie de voir la suite parce qu'après il y a l'une des gamines qui fait partie qui était dans cet asile qui s'enfuit, donc je vais voir ce que ça donne, mais c'est très 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 bizarre, beaucoup de manipulation, c'est très sectaire. J'avoue, si vous aimez pas ce côté huis clos, sombre et sectaire, ça va pas vous plaire, mais moi j'adore. Ensuite, Poursuivre tes rêves, c'est comme je vous ai dit, c'est une espèce de comédie, c'est un espèce de grand une de stress. Voilà. C'est une de stress version plus adolescente, je dirais. Mercredi, bon, le mercredi saison 2, je vais pas vous faire l'affront d'en parler, mais je continuerai à regarder toutes les saisons. Ma vie, elle est Walter Boy. Alors, ma vie, elle est avec les Walter Boy, je l'ai regardé. Pour une seule raison, c'est juste après Auckland, je n'arrivais pas à me détacher du Canada, du Vancouver, de tout ce que vous voulez. Donc j'ai essayé de trouver une série ou alors une suite de séries, qu'importe, qui avait le même univers que Auckland. Et j'ai trouvé cette série qui s'appelle Ma vie avec le Walter Boy. C'est une jeune fille qui habite à New York et qui est une jeune fille qui est très studieuse, qui est passionnée par la mode, par l'événementiel, par tout ça, et du jour au lendemain qui se retrouve seule, sa soeur, son père, sa mère meurent dans un accident de voiture et se retrouve à aller vivre à Vancouver, près de Vancouver, donc dans le Canada, chez la meilleure amie de sa maman. C'était écrit dans le testament et se sont toujours promis ça. Et le problème, c'est que c'est une famille où il y a déjà 5 frères, enfin 5 frères quoi.
Donc elle se retrouve avec 5 frères, quoi. Mes petites moons, je vous reviens que hier j'ai tourné la vidéo, j'ai commencé à tourner la vidéo et ma caméra m'a lâché, ma batterie m'a lâché et la deuxième était des surcharges en fait, donc on peut dire que les deux étaient mortes. Donc j'étais là en train de vous parler des séries que j'ai pu regarder. Donc la prochaine c'était Nous les menteurs. Alors Nous les menteurs, j'avais lu le livre à sa sortie et je m'en souvenais plus, sincèrement je m'en souvenais plus du tout, et j'ai adoré parce que tout le long vous avez ce suspense de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, pourquoi, comment il est, et à la fin en fait alors on comprend hein, mais ça fait tellement mal, tout vous entendez, tous les bruits qu'il faut pas entendre, c'est vraiment très compliqué émotionnellement je dirais, mais j'ai adoré cette saga et cette série et j'espère qu'il y aura la saison 2 parce que vous restez quand même un peu dans votre champ. Ensuite vous avez, ah oui, Montmartre. Alors Montmartre c'est une des dernières séries que j'ai découvert parce que j'avais plus rien à regarder et j'ai vu sur TF1 il y avait Montmartre. Là aussi, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Vous êtes à Paris, donc dans les années... Du coup, vous avez Alice Dufour, Victor Meutelet et Claire Roman. Victor Meutelet, je l'avais découvert. Et je crois qu'il joue dans... Je sais plus dans quoi il est. Bref, je l'ai découvert quand j'ai vu la série, en fait, la fiche de la série, je me suis dit pourquoi pas. Parce que justement, il était là et que je l'avais découvert, je sais plus. Bref, j'ai adoré, en fait, j'ai adoré cette saga, j'étais à fond. Mais quand on est une femme des temps modernes comme nous le sommes, c'est extrêmement... agaçant pour les nerfs je dirais, puisque les femmes sont traitées comme des choses je dirais, et surtout dès qu'elles dévoilent une partie d'elles-mêmes pour leur travail ou autre sans qu'un homme la touche ou autre, tout de suite c'est au scandale. Donc c'est vraiment un univers où les gays sont mal vus, tout ça. Voilà, donc c'est Paris dans l'ancien temps, on va dire, hein. Donc c'est au niveau nerfs c'est compliqué, mais au niveau solidarité, amour entre eux, secrets familiaux et tout ça, c'est top de chez top et je vous la conseille complètement. Ensuite, on va passer au niveau des sagas et je m'en souviens que d'une seule, à part les Captain America et tout ça. Oui, je l'ai regardé, mais bon, je sais pas, il passait 150 ans, je crois que vous connaissez assez ces sagas-là. J'ai regardé Fear Street. Vous avez 4 épisodes. 4 films sur dessus et chacun a une année, alors c'est de 1977 à 1900 je sais pas quoi, et ainsi de suite. Il y en a 4 et en fait dans le premier vous êtes dans le présent, donc vous comprenez pas, il y a des revenants je dirais, et puis après vous repartez dans le passé, mais pas passé, vraiment le passé quand ils sont enfants, on va dire. Voilà, dans un camp de colonie et tout est déclenché à cet endroit-là. Et puis ensuite vous repartez dans le passé, vraiment dans l'ancien temps, vraiment limite, voilà, où seulement la religion dicte vos faits et gestes, bref, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal, j'adore les temporalités, les doubles temporalités, vous le savez, dans les livres, c'est la même chose dans les films, j'adore ça. Donc on va passer donc au film de Noël, puisque j'en ai vu au moins 2. Le premier c'est La Princesse de Chicago, mais 1, 2 et 3, mais ça c'est je revois ces 3 films tous les ans parce que je suis fan, avec Vanessa Hudgens et voilà.
Et ensuite, avec un autre de Vanessa Hudgens, j'ai regardé L'Alchimie de Noël, que j'avais jamais vu. Et pourtant, je suis sûre à 100% qu'il a dû passer des milliards de fois devant mon écran, enfin sur mon écran. Et je me suis toujours dit à chaque fois, il va falloir que je le regarde, il va falloir que je le regarde. Et je l'avais encore jamais vu. Voilà, mes préférés c'est la princesse de Chicago et Zoe Day Calendar, donc ce sont mes deux préférés. Mais ça c'est pas un Noël, ça se passe à Noël, mais c'est pas un Noël, c'est l'épisode, le film numéro 4 de Comme Cendrillon, je crois. Vous avez 4 films, je crois, des Comme Cendrillon. Donc le premier c'est avec Hilary Duff. Le deuxième, je crois que c'est Selena Gomez. Le troisième, il y en a 4 en tout cas. Et le troisième c'est celle qui joue dans Descendance, la fille de la méchante reine là, voilà. Et la quatrième c'est justement elle qui ça se passe à Noël. Et tout ça. Et puis j'ai aussi regardé, attendez, parce que j'en ai regardé aussi sur YouTube. Elles échangent leur vie à Noël et font une découverte inouïe. Je pense, franchement, je me suis lancée dedans comme si je l'avais jamais regardé, mais je pense que j'ai déjà vu ce feuilleton et j'ai toujours autant adoré parce que en fait, vous avez deux gamines en fait qui doivent rejoindre leurs grands-parents, mais qui n'ont jamais vu de leur vie. L'une est de la classe sociale assez aisée et l'autre est de la classe sociale, je dirais la classe moyenne quoi, normale. Et elles habitent toutes les deux, enfin leur famille habite toutes les deux au Texas, vers le Texas je crois. Et elles se rencontrent dans le même, en fait non, c'est un fort hasard puisque l'une d'elles, celle qui est la moins riche je dirais, se retrouve dans la queue pour aller dans l'avion et il y a une femme devant elle qui a son mari qui est pour une fois en permission à un endroit précis et elle veut absolument le retrouver. Sauf qu'il n'y a plus de place en fait sur le vol et du coup elle lui file son billet. Il se trouve qu'après, il y a eu une hésitation et donc on lui offre la place de la personne en question et elle se retrouve en première classe au lieu de la seconde classe. Ce qui fait qu'elle va rencontrer celle qui est le riche, je dirais, d'une famille riche et elles vont se rendre compte que toutes les deux, elles ont quasiment la même vie, elles ont perdu leur maman, celle qui est la moins riche, elle ne connaît pas son papa et elle vient de perdre sa maman. Et la plus riche, elle vit qu'avec son papa, sa maman est morte quand elle avait 8 ou 10 ans. Et elles sont pas très chauds d'aller dans leur famille respective. Et comme il y en a l'une veut voir que c'est de vivre comme une princesse et l'autre n'a pas du tout l'intention de continuer à vivre comme une princesse, elle en a un peu marre de cet univers et tout ça, elle décide d'échanger leur vie. Sauf que, en fait, elle passe inaperçue puisque aucun des grands-parents l'ont déjà vu. Le hic, c'est qu'au bout d'un moment, le père de l'une d'elles, elle se retrouve à venir lui faire une surprise et elle se rend bien compte que c'est pas la bonne fille. Donc c'est là qu'elle décide de tout avouer et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de secrets familiaux et tout ça. Franchement j'ai bien aimé, même si c'est un feuilleton, hein, c'est pas un film, hein, un feuilleton. J'ai bien aimé, mais voilà. Après j'ai regardé plein d'autres films mais je m'en souviens plus. Enfin, les titres je m'en souviens plus et là je pense que vous avez de quoi. Avec tout ce que je vous ai... Ah si, j'ai regardé Pretty Little Liars, mais origine. Alors, moi je connaissais le Pretty Little Liars comme ça. Mais la version origine, elle est vraiment super. C'est...
En revanche, c'est plus dans l'horreur, hein, je tiens à préciser, c'est moins manipulation et tout ça comme il y avait dans le premier Pretty Little Liars. Là, elles sont plus jeunes. Déjà, les gamines, elles sont beaucoup plus jeunes. Mais en plus, comment dire? Vous voyez, dans le premier, vous avez une Spencer, c'est la plus riche, mais la plus stratège. Aria, elle est dans la classe moyenne, mais c'est surtout que c'est l'artiste du groupe, avec des parents un peu voyageurs et tout ça. Vous avez Emily qui est la lesbienne du groupe et qui est aussi surtout ses parents, monsieur et madame militaires. Et Anna, elle a des pères divorcés. Vous avez une vraie catégorie pour chaque personnage. Là, pas vraiment. Elles sont tous à peu près de la même classe sociale, je dirais. Dont l'une a carrément perdu sa maman de sitôt, mais elle est enceinte en plus, elle. Et elles sont au collège. Et ce qui se passe, en fait, c'est très horrifique, en fait. Mais j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment adoré. J'étais à fond dans la série et j'ai vraiment adoré. En plus, les personnages sont absolument, les actrices plutôt, elles sont parfaites, donc il n'y a aucun souci, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour tout ce qui est série, film et saga. Il y en a beaucoup, je sais, j'espère que vous êtes encore là, mais voilà. Et ensuite, la dernière chose du bilan, avant de mettre mes reliques de ma palle, j'ai rejoint 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles chaînes, j'ai suivi, je veux dire, 5 nouvelles chaînes sur YouTube. La première, c'est Muffin and the Book, voilà, qui est le triste... c'est de la fantaisie, j'arrive jamais à me souvenir, mais je mets ce livre-là. Et que j'ai adoré, je crois qu'elle est libraire aussi, donc voilà, j'ai compris très vite son amour pour les livres, et j'ai adoré ses premières vidéos que j'ai lues, que j'ai regardées, donc du coup je me suis lancée. En revanche, pour tout ce qui est livre, j'avoue que quand c'est de la dark fantasy ou de la fantasy, c'est pas du tout ma cam, donc je suis pas une experte dans ce domaine-là. Vous me parlez de polar, j'ai aucun souci. Là, vous me parlez de quelque chose que je ne connais pas. Vous inquiétez pas, mes bibliothèques et mon mur n'est pas comme ça, hein, mais c'est ma caméra, je crois, qui fait ça. Vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai, oui, Triple L de Mag. Mais alors, Triple L de Mag, ça fait partie de celles que je suis depuis toujours sur Insta. Et je n'ai pas fait le lien avec YouTube, je sais pas pourquoi. Je me suis jamais posé la question, ah oui, mais pourquoi j'irais pas voir sa chaîne. Voilà, donc j'ai commencé à la regarder. Tout ça parce qu'elle avait sorti son premier vlogmas et que j'avais top live vlogmas et que je l'ai vu apparaître. Donc voilà, mais je la suis déjà sur Insta, donc j'adore ce qu'elle fait et c'est plutôt cool de la suivre aussi sur YouTube. Ensuite, Elise Book. Alors, elle, je pense qu'elle est plus jeune que moi, je crois, à mon avis. Mais je l'adore. Je l'adore parce que à partir du moment où je me suis mis sur son Insta, sur sa chaîne, j'ai très vite compris qu'on n'avait pas du tout, mais quand je dis pas du tout, les mêmes goûts en littérature. Mais je sais pas, elle a un truc. Alors parce que dans la première vidéo, elle disait oui... j'ai l'impression de faire de la merde en gros, et quand je les compare avec d'autres, c'est le pire truc qu'il faut pas faire quand on est sur les réseaux. On le fait tous, je pense qu'on est ce passage, on l'a tous fait, c'est-à-dire se comparer aux autres et avoir l'impression de faire de la merde à côté. Je la comprends complètement, même si j'ai l'impression qu'elle est là depuis beaucoup plus longtemps que moi, et vu le nombre de vues qu'elle fait, mais je me suis dit, ça, après tout ce temps, elle a encore cette impression-là, et ça m'a touchée parce que je me dis que quand on commence quand on a une petite communauté ou autre, on se pose
cette question parce qu'on a une petite communauté, mais c'est pas dû à ça. Même si on a une très grosse communauté, on peut avoir ces doutes là, et c'était génial en plus son vlog. Franchement, son vlog était parfait et je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. J'ai appris pas mal de lectures, même si c'est des lectures que je lirai peut-être pas, ou peut-être, je les ai quand même mis de côté pour, dans ma tête pour me dire au cas où. Et c'était vraiment bien parce que c'était pas spécialement de la lecture, c'était aussi du lifestyle et oui, ça m'a fait bizarre de voir quelqu'un qui a autant douté à ce point d'elle-même, mais t'as pas à douter de toi-même, Mavelon, franchement, tes vlogs, là j'ai commencé aussi à te suivre sur Insta et tes vidéos sont parfaites, hein. Pour moi elles sont nickel, donc nous continue comme ça. Ensuite j'ai commencé, oui, alors là c'est par hasard, totalement par hasard, c'est We Are and Together. Comment dire, je voulais regarder une vidéo Winning Vlog, ouais, j'avais tapé ça et tout ça, et elle a commencé à faire un vlog où 24 heures. Combien de livres je lis en 24 heures, un truc comme ça. Et ça m'a fait bizarre parce que c'était mon idée d'en faire le week-end en fait. Comme ça comblerait le week-end du vlogmas et tout ça. Et quand je l'ai vu comme ça, j'ai fait oh! Et du coup j'ai continué à la suivre, j'adore, il y a beaucoup de recommandations, mais ça me fait bizarre parce que depuis le début de l'année, je me suis mis à regarder que des vidéos où il y a des lectures que je n'aurais jamais fait de ma vie. Et pourtant, leur façon d'en parler et tout ça, certaines finalement me convainc et je les mets dans ma wishlist, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis pas du tout romance, pas du tout dark fantasy, pas du tout fantasy, pas du tout ça. Et moi j'ai besoin d'un pied bien ancré dans la réalité et du coup voilà, c'était pas du tout ma cam en règle générale. Mais comme on dit, il n'y a que les C qui ne changent pas d'avis, donc du coup voilà. Et pour la dernière, c'est la papote à livre. Je crois que la papote à livre, je l'ai vue, revue et revue. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais tenté de la suivre. Et finalement, je l'ai suivie. Mais je crois que je l'ai suivie parce qu'il y en avait une autre que je suis depuis très longtemps qui avait parlé. En fait, je crois que c'était Audrey. Les souffles des mots, ou Louise, je sais plus, l'une des deux. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis allée voir son compte et finalement, effectivement, il est génial. Donc voilà, voilà les 5 chaînes que j'ai rejoints. Je vous conseille de les suivre parce que c'est des femmes qui sont authentiques et elles-mêmes, qui n'ont pas peur de montrer leurs failles comme leur bonjour. Donc voilà. Parfaite les filles. Là on va passer à une toute autre partie parce que là je viens de vous finir le bilan et j'espère qu'il vous a plu, sincèrement j'espère qu'il vous a plu parce que je pense qu'il va falloir que vous preniez toutes les bouffes du monde, tous les thés du monde parce qu'elle va être très très longue cette vidéo et du coup voilà, là la partie bilan est faite. Ça a été un bilan assez long mais ça a été un bilan parce que cette année ça a été une année assez compliquée, une année assez oui, qui a beaucoup bougé. J'ai démissionné de la librairie, je me suis mis à 100% sur les réseaux. Oui, ça a quand même changé beaucoup de choses et j'ai eu, vous savez à quel point j'ai eu des problèmes aussi animaliers, donc du coup ouais, c'est un bilan et on espère tous que l'année suivante soit meilleure que l'année actuelle. Voilà, bref, ce bilan est terminé. Donc mes petites munes, il est 6h du matin et je suis enfin en train de terminer le montage de la vidéo bilan
lecture. Autant vous dire qu'il est presque à 1h30 du truc, mais il était très long. Donc finalement, comme je vous avais dit, je voulais mettre ma palle des reliques et ça sera pas le cas parce que sinon j'en avais pour 150 ans hein, certainement. Donc on va rester là. La relique de ma palle, je pense que je vais le mettre soit dans un blog, dans un vlogmas, soit dans un blog, soit vraiment à part, j'en sais rien encore, mais voilà. Je vais stopper là pour cette vidéo absolument immense. J'espère qu'elle sera quand même assez, comment dire, assez digeste, voilà, franchement, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à commenter quoi qu'il arrive. J'ai comment dire, eu un très gros bilan série saga cette année. C'est vrai, plus que de lecture, mais bon, il y a des années comme ça. Et voilà. Je vous laisse là avec cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon laquelle vous la regarderez, et surtout une bonne année, parce que à l'heure actuelle on est le 31, donc bientôt ce sera une nouvelle année, et moi je vous dis à l'année prochaine. Nana.